Deux événements ont contribué à faire évoluer l'armée chinoise en puissance aérienne au détriment de sa puissance terrestre. La chute de l'URSS, qui entraînait au passage la chute de sa suprématie aérienne en Eurasie, ainsi que la guerre du Golfe. La guerre, menée par la coalition contre l'Irak, a démontré combien le vecteur aérien était crucial pour la guerre moderne. La rupture sino-soviétique, occasionnant l'arrêt de l'aide technique soviétique, ainsi que la révolution culturelle impulsée par Mao à partir de 1965, vont avoir de fortes conséquences sur le développement du secteur aéronautique au niveau national, en accroissant un retard non seulement vis-à-vis des soviétiques, mais également vis-à-vis des pays occidentaux. Le secteur reprendra des couleurs grâce à la copie à partir de plans, à commencer par le J-7 en se basant sur les plans du MiG-21, ainsi que grâce à diverses productions sous licence, comme le Z-8 se basant sur le Super Frelon français. Dans les années 1990, le rôle assigné à la force aérienne de l'armée populaire de libération, la People's Liberation Army Air Force, ou PLAAF, était la défense du territoire et de l'espace aérien. Elle était dotée en conséquence de J-6, des chasseurs-intercepteurs, de J-8, des intercepteurs, des J-7, des chasseurs-bombardiers, des J-5, des avions d'entraînement, en plus des bombardiers H-5 et H-6. La stratégie était alors de faire appel à la quantité plutôt qu'à la qualité en matière de tâches défensives. Dans les années 90, une profonde réforme des industries de défense est entamée en Chine, qui accompagne les réformes de 1980 de Deng Xiaoping, appelées les 4 modernisations, et poursuivie en 1992 suite aux événements de Tiananmen de 1989. Ces réformes, couplées à la production sous licence du Sukhoi 27, nommé J-11 localement, permirent de transformer les capacités de la force aérienne en intégrant la défense de zone et la capacité de mener simultanément des opérations offensives et défensives. Dans les années 90, la flotte de combat de la force aérienne de l'APL se chiffrait à 5000 appareils, puis, avec le retrait de quelques 3000 J-6 qui représentaient 75% du parc de combat et de quelques 600 J-7 jusqu'en 2011, elle fut ramenée à moins de 2000 appareils de combat en 2015. L'armée de l'air chinois procéda à un changement de logique, en passant d'une logique de quantité à une logique de qualité, au même titre que son armée de terre ou sa main-d'œuvre, mais à la différence de la marine dans une certaine mesure. Ainsi, sont apparus des chasseurs de 3e et 4e génération, J-7, J-10, J-11, Sukhoi 27 et Sukhoi 30. Cette montée en gamme a permis dans les années 2000 de concevoir des appareils indigènes de haute performance. Donc, la tendance observée ces 20 dernières années est une baisse globale du nombre d'avions de combat, avec le retrait progressif des J-8. Cependant, depuis 2008, la production d'avions militaires est en augmentation chaque année, particulièrement concernant les avions de combat. Leur production aurait doublé depuis un an. Cela concernerait avant tout la production de J-20, mais aussi celle des J-16, J-15 et J-10C également. Cette augmentation de la production traduit une montée en puissance des forces aériennes, comme le montrent également les 2 programmes de 5e génération en développement, le J-20 pour la force aérienne de l'APL et le FC-31 orienté à l'export. Depuis une trentaine d'années, la Chine connaît une montée en puissance économique exponentielle, dont voici quelques dates clés. En 2001, elle fait son entrée à l'OMC. En 2010, elle devient la 2e puissance économique, devançant son rival historique, le Japon. En 2013, elle lance le projet OBOR, One Belt, One Road, dite les Nouvelles Routes de la Soie, puis renommée par la suite BRI pour Belt and Road Initiative. En 2014, elle devient la première puissance économique en parité de pouvoir d'achat. En 2020, 18,5% pour la Chine contre 16% pour les USA. Bref, le basculement du système productif, économique et financier coïncide avec l'expansion militaire de la Chine. Plus précisément, nous pouvons constater que l'augmentation de son budget militaire correspond approximativement avec son taux de croissance. Notons que le budget militaire chinois augmente en dépit des crises économiques, subprimes et Covid-19. Ainsi, le taux de croissance du budget militaire chinois connaît une baisse tendancielle au même titre que son taux de croissance,
tous deux passés sous la barre des 2 chiffres dans les années 2010. La croissance chinoise connaît donc des difficultés depuis une décennie, et plus particulièrement depuis la mise en place de la politique zéro Covid, et malgré sa levée il y a plusieurs mois. L'objectif des 5% de croissance affiché pour 2023 sera très difficile à atteindre, même les officiels chinois le reconnaissent. La croissance de 3,2% en 2022 contre les 5,5% annoncés fut, mis à part l'année 2020 avec le Covid, le taux le plus faible jamais enregistré en Chine depuis 1979. Le ralentissement de la croissance est la tendance naturelle de toute économie en développement lorsqu'elle arrive à une certaine maturité. Ainsi, l'augmentation budgétaire pour les forces armées chinoises dépendra plus de la stratégie adoptée de dépasser les 2% du PIB, voire plus. Depuis la fin de la guerre froide, la Chine n'a jamais dépassé les 2,5% et depuis 2010 n'a jamais dépassé les 2%. Il serait surprenant de voir un brusque changement de cette tendance, et j'en veux pour preuve les politiques menées sur le long terme traditionnellement en Chine et l'entêtement des autorités à les appliquer. L'exemple de la politique de l'enfant unique instaurée en 1979 est frappant. Il aura fallu attendre 2015, et de plus annoncé à demi-mot, pour y mettre un terme, alors qu'il était clair depuis bien longtemps que sa démographie allait baisser. Cependant, la Chine poursuit sa politique avec une 28e année consécutive d'augmentation de son budget militaire. Nous pouvons donc conjecturer que la Chine atteindra les 2% du PIB sans les dépasser beaucoup plus d'ici 2030. Ainsi, le PIB chinois a été multiplié par 55 entre 1990 et 2022, atteignant 19 900 milliards selon la Banque mondiale. Dans le même temps, son budget militaire a été multiplié par 16 pour atteindre 292 milliards de dollars en 2021 selon le CIPRI. Cependant, plusieurs indicateurs montrent que la croissance chinoise est structurellement menacée. La Chine connaît une forte augmentation du coût de la main-d'œuvre, passé de 4 $ de l'heure en 2006 à 18 $ de l'heure en 2015, entraînant des délocalisations vers différentes régions d'Asie, par exemple vers le Vietnam, le 5e client de la Chine, du fait du commerce intra-firme. Ces délocalisations sont contraires à sa stratégie et volonté d'autonomisation de sa production d'armement. Bien sûr, la Chine reste fortement industrialisée, à hauteur de 40%, mais la tendance est à la délocalisation. Par ailleurs, la Chine est en situation de collapse biologique pour la première fois depuis les années 60, avec une perte de 850 000 habitants en 2022. Au début de l'année 2023, l'Inde a devancé la Chine en tant que pays le plus peuplé de la planète. Ces deux signaux sont le symptôme d'une situation démographique alarmante qui, du fait d'un taux de fécondité de 1,31 enfants par femme difficilement rehaussable et de l'effet d'inertie de toute tendance démographique, prévoit dans un scénario bas une population de 488 millions de Chinois d'ici 2100, contre 1,4 milliard aujourd'hui. De plus, la Chine accuse la 3e dette publique cumulée mondiale, 12 500 milliards de dollars en 2022, derrière les États-Unis et l'Union européenne. En 2019, la dette totale du pays atteint 303% du PIB, soit 40 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 15% de la dette mondiale. Or, la croissance chinoise repose principalement sur les investissements publics, en témoignent les 500 milliards de dollars de relance lors de la crise de 2008, ainsi que sur la consommation des ménages. Donc si la dette, en particulier la dette publique, ne se résorbe pas, et que la population chinoise continue de baisser, ce qui est inévitable, ou bien si cette baisse quantitative n'est pas compensée par une hausse qualitative, la croissance de la Chine se trouvera donc menacée. En outre, avec une forte internationalisation de son économie, son taux d'ouverture atteint les 30%, la Chine a pu se développer à une vitesse folle, mais s'est rendue fortement dépendante de l'importation de produits critiques et vitaux pour son économie, mais également dépendante des importations occidentales. Problématique pour elle en cas de conflit, ou même pour les pressions internationales que l'on peut exercer sur elle. Le découplage voulu par les économies occidentales peut être particulièrement préjudiciable à la Chine, et cette dernière ne manque pas de le faire savoir. En revanche, nous pouvons nuancer sur le secteur de la recherche, dont les bénéfices pour l'APL sont davantage décorrélés de la croissance. En effet, la forte intrication et la collaboration entre la BITD et le secteur privé
permettent à l'armée de bénéficier des avancées technologiques émanant du civil. En 2020, le CIPRI classait pour la première fois les industries de la BITD chinoise dans son classement des principaux producteurs mondiaux d'armement en fonction de leur chiffre d'affaires. L'étude du CIPRI se penchait plus particulièrement aux industriels chinois de l'armement et a classé 4 Chinois parmi les 25 premiers mondiaux. La Chine se plaçait ainsi comme le second producteur d'armement mondial, boosté par la demande intérieure, comme pour son économie de manière générale. On reste loin des 12 entreprises américaines dans le top 25, dont 5 trustent le top 5, et ces 5 entreprises génèrent à elles seules 166 des 361 milliards de dollars de chiffre d'affaires du top 25. La première entreprise chinoise se classait en 6e position, avec l'Aviation Industry Corporation of China, avec 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le domaine de la défense. Cette holding publique détient le monopole de la production d'appareils militaires en Chine et vise à regrouper tous les acteurs aéronautiques militaires pour en assurer le contrôle de l'intégralité de la recherche, du développement et de la production par l'État. Créé en 1993, AVIC est divisé en 2 groupes 6 ans plus tard. AVIC 1 pour des avions militaires et moyens courriers, ainsi que AVIC 2 pour les hélicoptères et les avions légers. Cependant, afin de faciliter le transfert de technologies occidentales dans le domaine civil, AVIC regroupe AVIC 1 et AVIC 2 et se détache de la production de moyens courriers commerciaux, confiée à la nouvelle société Comac. Comptant 500 000 employés, AVIC supervise 200 filiales, 33 instituts de recherche, ainsi que 9 laboratoires nationaux clés. Depuis 2010, AVIC poursuit sa stratégie de développement à l'international, avec l'acquisition entre 2010 et 2015 d'environ 7 entreprises aéronautiques étrangères, la plupart aux États-Unis et en Europe. Les principaux constructeurs d'avions de chasse du groupe sont la Shenyang Aircraft Corporation, avec les J-11, J-15 et J-31, ainsi que la Chengdu Aircraft Corporation, avec les J-10, JF-17 et J-20. La China National Aero Technology Import-Export Corporation, CATIC, est chargée de l'exportation d'avions de combat, d'hélicoptères, de drones et autres produits aéronautiques issus de l'AVIC. Pour mieux s'internationaliser et combler ses lacunes en matière de services après-vente, la CATIC a installé 28 lignes de maintenance dans 28 pays différents. Les succès de la CATIC à l'international ne sont pas légion, et l'exportation d'avions de combat se limite à des pays en développement comme le Pakistan, le Sri Lanka, le Bangladesh et jusqu'ici concernés des avions de 3e génération dépassés. Dans le secteur de la défense, donc également pour l'aéronautique militaire, la Chine s'est imposée comme un leader dans l'exportation low cost. Cependant, les débouchés sont relativement limités du fait de contraintes géopolitiques. Nous détaillerons cette difficulté ultérieurement. Selon le CIPRI, sur la période 2018-2022, la Chine se classe 4e exportateur d'armes en 2022, avec 5,2% du marché, principalement vers le Pakistan, le Bangladesh et l'Algérie, bien que ces exportations aient baissé de 23% par rapport à la période 2013-2017. Mais la stratégie adoptée au cours des années 2010 consiste à miser sur l'exportation d'avions multirôles performants, JF-17 et FC-20, bien qu'il s'agisse toujours des marchés low cost, ainsi qu'une montée en gamme avec le FC-31. L'objectif de la RPC est de vendre à des États politiquement proches, mais également à plus long terme, en concurrençant les avionneurs européens et américains, de nouer de nouvelles relations politiques qu'implique la vente de matériel de défense critique, souvent en prolongement d'une coopération économique renforcée. Les régions cibles peuvent être l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, le Golfe arabo-persique, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Du fait du poids économique de la Chine, il est très difficile pour un pays de sortir de ses griffes. La diplomatie de la dette exercée par la Chine à de très nombreux pays est significative. La Belt and Road Initiative est un méga projet consistant en un vaste réseau de transport
et d'infrastructures maritimes et terrestres pour améliorer les connexions économiques et par extension culturelle et diplomatique. Dans le cadre de l'abri, la Chine propose aux pays des offres combinées difficilement refusables au vu de la nature des économies des pays ciblés. Le problème de ces offres est qu'elles se financent sur des prêts contractés auprès de la Chine et les retombées économiques promises par la Chine sont rarement concrétisées et le pays devient la plupart du temps endetté auprès de la Chine. Aujourd'hui, la Chine est le premier créancier mondial, détenant 60% de la créance externe des États. Les conséquences politiques de cette mise sous influence peuvent être l'obligation de reconnaître la République populaire de Chine au détriment de Taïwan, ou bien la cession d'une partie du territoire à la Chine, comme c'est le cas au Monténégro. La vente d'appareils de combat ne fera que renforcer et pérenniser l'influence de la Chine sur le pays en question, à cause de l'engagement politique pris, de la maintenance, des pièces détachées, de la mise à niveau des standards dont dépend le pays, ainsi que du caractère régalien de toute armée de l'air. Les objectifs politiques globaux sont les suivants. Instaurer un nouvel ordre mondial. Cela passe par sa diplomatie, avec la pléthore de relations bilatérales que la Chine aime nouer, au travers des institutions internationales qu'elle tente d'influencer à son avantage, mais également au travers d'organisations régionales où elle joue un rôle important, comme les BRICS, avec comme outil principal la banque associée, la NDB BRICS, ou encore comme l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Par ailleurs, la Chine porte un certain nombre de revendications historiques, notamment dans les mers de Chine. Ces revendications vont bien au-delà de Taïwan. Elle revendique une zone dite des 10 traits. Bien qu'elle considère ces revendications comme lui revenant de droit, invoquant l'irrédentisme comme argument, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye les a jugées irrecevables. La Chine a commencé à appliquer sa politique avec la répression sur Hong Kong en dépit de l'accord d'une Chine, deux systèmes. La prochaine étape est donc Taïwan, et c'est d'autant plus à craindre que la Chine a en quelque sorte institutionnalisé le conflit lorsqu'en 2005, elle fit voter la loi anti-sécession stipulant que toute autoproclamation de Taïwan serait un casus belli, et l'invasion de Taïwan serait ainsi légitimée. À plus court terme, la montée en puissance des forces aériennes a pour objectif de pouvoir instaurer des zones d'exclusion aérienne sur Taïwan en cas d'invasion et de contrer les groupes aéronavals occidentaux, et d'instaurer une totale souveraineté de l'espace maritime et aérien sur l'ensemble de la mer de Chine méridionale. L'expansion de ces forces aériennes s'inscrit pleinement dans ses ambitions politiques en participant à instaurer la bulle aérienne de la stratégie A2AD, Anti-Access Area Denial. Cela se concrétise par de nombreuses interceptions d'appareils occidentaux ou de pays de la région par l'armée de l'air chinoise, invoquant qu'ils traversent son espace aérien alors qu'ils survolent les eaux internationales. Les objectifs qui suivent sont de pouvoir casser la première chaîne d'îles en ayant la capacité de projeter sa capacité aéronavale, et enfin sur le globe, il s'agit pour la Chine de sécuriser les routes maritimes et les chaînes d'approvisionnement vitales à son économie. En parallèle, les États-Unis craignent un déclassement politique, économique et militaire. C'est pourquoi l'administration Obama a lancé le pivot asiatique. Cette politique consiste à un endiguement dans tous les domaines et un repositionnement géostratégique du Moyen-Orient vers l'Indo-Pacifique. Cette politique a été reconduite et même accentuée sous Donald Trump, puis Joe Biden. Cela se traduit par la multiplication de partenariats de sécurité avec les pays de la région, par la réactivation du Quad, un dialogue quadrilatéral entre l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, ou bien par des alliances fortes, comme le pacte AUKUS. La Chine justifie son développement militaire par cet endiguement qu'elle dit vouloir briser, mais c'est sans compter ses ambitions d'expansion et sa politique économico-financière agressive, souvent hors du cadre des institutions internationales, qu'elle veut par ailleurs réformer. Le partenariat stratégique sino-russe est une coopération politique, dite l'amitié sans limite, décrétée en mars 2022, une coopération économique et militaire entre les deux pays,
sans pour autant constituer une alliance. D'abord parce que la relation est déséquilibrée, largement accentuée depuis la guerre en Ukraine où la Russie doit absolument vendre ses hydrocarbures et le fait à prix cassé, puis parce que la Chine s'abstient d'intervenir dans le conflit ukrainien, autrement que de proposer un plan de paix, mais qui démontre bien la limite de cette amitié. La guerre nuisant aux intérêts chinois plus qu'autre chose, elle subirait diverses conséquences en s'engageant d'une manière ou d'une autre. Une véritable alliance surmonterait ces conséquences. La coopération est militaire, à travers d'une part par le fait que la Russie continue d'être le premier fournisseur d'armes à la Chine, d'autre part à travers des exercices conjoints fréquents, début 2023 entre la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud par exemple, ou bien lors de l'exercice Vostok 2022 en septembre 2022, rassemblant la Russie, la Chine, la Syrie, l'Inde et la Biélorussie. L'exercice quadrillional faisait intervenir pas moins de 50 000 soldats, 140 aéronefs et 60 navires de guerre. Nous reviendrons plus tard sur l'environnement géostratégique et le manque cruel d'alliances qui fait défaut à la Chine.